Le 24 avril 2026, nous sommes dans la 5e année, jour 60 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Aujourd'hui, dans ce rapport, rien ne se passe sur le front. Les Ukrainiens attaquent à peine, les Russes mènent une grande offensive sans avancer. Finalement, le front reste à l'arrêt, comme ces derniers jours. Mais il y a des choses, bon-ton, qui se passent en dehors de cette guerre, ou plutôt au cœur même de cette guerre, qui sont parfois tellement folles et grotesques que je ne peux même pas les ignorer dans mon analyse de la situation. J'ai beaucoup à vous montrer aujourd'hui, regardez. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans cette guerre. Nous observerons des images satellites du dépôt touché près de Tuapse, une vidéo de plainte du côté russe et d'autres vidéos intéressantes. Alors, assez des introductions, regardons. De nouvelles images satellites montrent une situation mitigée à Tuapse. Une partie des dépôts de carburant, en particulier dans la zone nord, semble être restée intacte. La zone centrale de l'installation reste difficile à voir à cause des incendies qui y font rage, et c'est précisément là que se situe le point crucial. La section centrale, où se trouvent les plus grands réservoirs, a apparemment été tellement touchée que du pétrole s'échappe désormais et se déverse dans la rivière voisine. Cela signifie qu'une partie de l'installation, la plus petite au nord, est encore debout, mais la zone centrale est gravement endommagée et a désormais des répercussions en dehors du site, comme nous l'avons déjà vu dans les témoignages des habitants locaux ces derniers jours. De nouvelles vidéos de plaintes circulent dans l'armée russe. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui la verront, selon l'orateur. C'est pourquoi je l'ai bien sûr partagée avec vous tous. S'il vous plaît, aidez-nous, nous faisons partie de la 2e. Compagnie d'assaut du 82e régiment. Petite pause à ce stade. Où se trouve le 82e régiment ? Je le sais plus ou moins presque déjà par cœur. Il se trouve ici en haut, près de Wolfschanz, juste à cet endroit. Et il est chargé, depuis quelques années, d'étendre la zone tampon de Poutine, comme il en a reçu la mission. Mais même sur le reste du front, ici, il ne se passe pratiquement rien. Le régiment est d'ailleurs ici depuis la mi-2024, mais poursuivons. Il dit qu'ils ont été touchés par une Baba Yaga. C'est un drone lourd ukrainien qui peut transporter plusieurs kilos d'explosifs. Il a aussi une vision nocturne. Ensuite, ils ont vu le commandant, après l'attaque, qui les a frappés et voulu les renvoyer au combat. Il lui demande alors comment ils sont censés retourner là-bas. L'un des deux a une commotion cérébrale et l'autre est blessé. Le commandant répond alors « Je m'en fiche complètement, avancez, sinon je vais vous exécuter ». Osnulen signifie en argot militaire russe « exécuter ». Pour tous les spectateurs qui ne connaissent pas ce terme, bien sûr, exécuter ne veut pas dire dans ce cas, et je tiens à le préciser, que le commandant s'approche, sort son pistolet et l'abat simplement. Cela signifie plutôt que ces personnes vont simplement mourir lors de la prochaine attaque en première ligne, presque sans armes. Ou bien ils seront sacrifiés à un drone, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises. On les envoie pratiquement à l'attaque alors qu'ils ne sont pas équipés. On fait d'eux des appâts humains pour l'attaque réelle, ils sont simplement là pour attirer le feu sur eux, et leurs chances de survie sont alors généralement proches de 0. L'autre dit alors qu'ils ne vont pas s'en sortir. Ils ont déjà vu beaucoup d'autres gars allongés morts par terre. Ils veulent revoir leur famille en Russie et demandent donc de l'aide, car les spectateurs de la vidéo sont leur dernier espoir. Je pense que leur demande n'aboutira pas. Que peut-on vraiment faire pour eux ? Ils ont un portable et Internet. À leur place, j'aurais appelé le projet « Je veux vivre » des Ukrainiens. C'est une ligne d'assistance à laquelle on peut s'adresser. Et, si l'on souhaite faire défection, ils s'assurent que l'on ait un corridor précis vers les forces ukrainiennes qui leur est réservé. Et ensuite, ils doivent aussi se signaler d'une manière ou d'une autre, par exemple avec un mouchoir blanc sur le devant du gilet ou de la veste, ou quelque chose de ce genre, ou par un signe de la main particulier. Et ainsi, ils ne se font pas tirer dessus s'ils s'approchent trop des Ukrainiens. C'est comme ça qu'ils peuvent faire défection. L'Ukraine a lancé ce projet il y a quelques années, et il fonctionne plutôt bien et donne des résultats intéressants. Mais si on fait la vidéo de plainte comme ils l'ont fait, au mieux, cela ne sert qu'au rapport de situation. Car pour eux, c'est plutôt contre-productif. Parce que si je le vois ici, il y a de fortes chances que leur commandant ait déjà vu la vidéo aussi. Surtout s'ils montrent leur visage et se plaignent de lui et de ses magouilles, qui sont en fait illégales. Ils ont probablement déjà été mis hors circuit pendant qu'on regarde la vidéo ici, mais ça c'est une partie de l'armée russe. Aussi difficile que cela paraisse, beaucoup refusant de l'admettre, mais c'est ainsi qu'ils traitent leurs hommes là-bas. C'est un vrai problème pour eux. Comme je l'ai dit, il n'y a rien à envier. Mais cela nous donne justement un aperçu de la structure interne de l'armée. Regardez, voici une vidéo très intéressante. On y voit une université en Russie et un conférencier invité autorisé à intervenir en direct par liaison vidéo.
Il vient de l'armée et remercie pour l'opportunité de s'exprimer devant un si large public. On lui a demandé de parler de son service dans l'opération militaire spéciale à laquelle il participe actuellement. Il raconte qu'il fait partie d'une unité de drones, à savoir Rubicon, qui est connue comme l'une des unités d'élite de drones russes. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne Telegram. Il souhaite raconter l'histoire d'un véritable pilote de drone russe, qui porte le nom d'Appel Goodwin. Il commande une équipe de reconnaissance par drone de Rubicon. Et c'était un professionnel hautement qualifié dans ce domaine. Il y avait aussi un autre soldat avec le nom d'Appel Ernest. C'était un véritable officier de carrière et un bon soldat. Tous deux servaient très loin de la ligne de front. Ce sont des pilotes de drones qui se cachent loin derrière le front et y opèrent. Désormais, les deux sont décédés et le commandant a aussi extorqué de l'argent à ses subordonnés. Et le troisième problème, c'est que l'orateur, et maintenant il parle de lui-même, est un très bon soldat. Mais pas un soldat russe, un soldat ukrainien. Et il souhaite faire savoir qu'aucun d'entre eux ne devrait se porter volontaire pour aller combattre en Ukraine, sinon il serait obligé de tous les tuer. Et en effet, chaque personne qui signe un contrat avec le ministère de la Défense. Vos visages, celui du recteur et de la personne qui vous présente actuellement, sont déjà enregistrés, y compris lorsqu'elle se retourne dans la vidéo. Ne croyez pas les soldats. Le front n'a pas changé depuis 4 ans, il est figé. C'est un cimetière grand comme 2 pays. Et chaque personne supplémentaire qui viendra en Ukraine sera tuée par nous, ajouta-t-il rapidement avant que les professeurs ne coupent là la connexion. Je trouve ça vraiment drôle, à mon avis, parce que la Russie utilise les universités pour recruter de nouveaux pilotes de drones. Ils ont validé cela via le ministère de la Défense et veulent un pourcentage d'étudiants pour la guerre des drones. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines dans le rapport de situation. Et puis, ici, un soldat ukrainien a réussi à s'infiltrer dans cette liaison en direct, probablement en utilisant une fausse identité, se faisant passer pour un soldat russe afin de pouvoir avertir et aussi menacer les étudiants. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, pour être honnête. On peut vraiment tirer son chapeau pour ce genre d'action. Un drone maritime russe s'est dirigé en plein jour vers le port d'Odessa. Des unités ukrainiennes ont pu le repérer et le détruire avant qu'il ne puisse causer des dégâts. La Russie renverse maintenant la situation. Ce n'était qu'une question de temps. C'était prévisible. Nous voyons désormais des drones maritimes russes, après de nombreux Ukrainiens, et ce, dans une zone russe près d'un port ukrainien. Il y a 2 objectifs. Avec sa flotte de drones maritimes, l'Ukraine dispose d'un large choix de navires de guerre russes, de navires de transport importants, et aussi de quais à cibler, et cela dans de nombreux ports différents. Les Russes, eux, n'ont pas cette possibilité. Aucun élément majeur de la flotte ukrainienne a coulé ici, ou qui affaiblirait fortement la Russie si elle n'était pas détruite. Mais ce qui existe, c'est le port d'Odessa, qui est extrêmement important économiquement pour l'Ukraine, et c'est un port sur lequel les Russes peuvent aussi se concentrer. Cela signifie qu'ils peuvent concentrer toute leur flotte de drones uniquement sur ce port, tandis que l'Ukraine a la possibilité de l'étendre à plusieurs ports, mais pas avec la même intensité. Voyons comment cela évolue. Mais restons sur le sujet des drones. Le célèbre AN-28 ukrainien, déjà utilisé comme chasseur de Shahed, c'est-à-dire qu'il décolle, repère les drones et les détruit aussi, aurait, selon les informations, réussi à abattre plus de 150 drones, et il a maintenant été encore amélioré. Il sert désormais à la reconnaissance, à la lutte directe et comme plateforme pour drones intercepteurs. Concrètement, apparemment 6 petits drones intercepteurs, ont été montés directement sous l'aile et peuvent être lancés en vol. Cela change considérablement l'utilisation. L'appareil lui-même reste apparemment en dehors de la zone de danger direct, tandis qu'il rapproche les drones des cibles et les y libère. Cela signifie qu'on n'a plus le problème de perdre des pilotes, comme c'était le cas à l'époque avec la F-16 ou d'autres avions qui s'approchaient en ce moment trop près des drones et étaient ensuite détruits lorsqu'ils n'avaient plus de missiles. Un avion ne peut transporter qu'un nombre limité de missiles. Après avoir tiré tous leurs missiles RR, il restait des drones Shahed, alors ils s'approchaient avec la mitrailleuse ou le canon de bord. Ils tiraient sur le drone, celui-ci explosait, et souvent des débris faisaient aussi s'écraser l'avion. Dans ce cas précis, ce n'est plus vraiment possible, ce qui est évidemment un avantage. Les drones intercepteurs étaient détachés de l'avion pour mener l'attaque. En principe, cela permet d'avoir un point de lancement mobile en vol qui peut être déplacé de manière flexible et fonctionne indépendamment d'une base fixe au sol. Cela offre l'avantage d'une portée accrue, de réaction rapide et d'intercepter les cibles en altitude avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Nous avons beaucoup parlé récemment du drone FP2. Je vous ai également dit que je soupçonnais personnellement que l'Ukraine l'avait considérablement amélioré puisqu'il a fait son retour. De nombreuses installations sensibles, dont des dépôts de pétrole et logistique, ont été touchées avec une puissance de pénétration accrue.
Et il s'avère que j'avais raison, car ici, un drone FP2 équipé d'une ogive de 100 kg a été utilisé, qui s'est introduit dans une maison. Regardez ça, 100 kg transportés par un drone jusqu'à la cible, puis déclenchés sur place. Je trouve cela vraiment assez nostalgique quand on pense aux premiers moments de la guerre ou aux premiers mois de la guerre, où les Ukrainiens avaient encore beaucoup de mal à larguer plus qu'une simple grenade à main de façon à peu près sûre avec un drone. Désormais, des ogives de 100 kg sont ici acheminées par des drones jusque dans des bâtiments. Même si rien n'avance sur le front, vous le voyez vous-même, les informations ne s'arrêtent pas, il se passe toujours des choses très intéressantes. Abonnez-vous absolument pour ne rien manquer de tout cela. Je remercie également tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Algel. Merci à lieutenant-colonel Reneke, Cilia Ditich, Ferdi et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain point de situation.